Bonjour, bienvenue dans Question d'éthique. Nous parlons de l'enfant et aujourd'hui nous allons parler de la parole de l'enfant dans la décision médicale. Nous avons invité autour de cette table professeur Jean-Louis Bernard qui est pédiatre, praticien hospitalier. Vous êtes chef de service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous êtes également le président du comité de protection des personnes dans la recherche médicale et naturellement vous enseignez la pédiatrie à la faculté de médecine de Marseille. À côté de vous, maître André Millet, avocat au barreau de Marseille. Vous êtes spécialisé dans le droit des enfants. Vous êtes la présidente de Enfants Droit à Marseille, qui est une association qui favorise l'exercice du droit des enfants. Pierre Lecause est à côté de vous. Pierre Lecause est philosophe. Il est professeur agrégé de philosophie, maître de conférences en éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre du comité national d'éthique. Et vous venez de publier chez l'Harmattan un livre qui s'appelle « Quelle philosophie de la famille pour la médecine de la reproduction ». Je vous conseille cet ouvrage qui est très intéressant. En face de vous, Sophie Campredon, pédopsychiatre, praticien hospitalier, responsable de l'espace Arthur à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et au bout de la table, le professeur Brigitte Chabrol, qui est pédiatre, praticien hospitalier, chef de service de pédiatrie générale à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous êtes aussi le médecin responsable du CAMS, qui est le Centre d'action médico-sociale précoce, et vous êtes professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Marseille. Merci d'être tous autour de cette table. Donc nous parlons de la parole de l'enfant dans la décision médicale. Et je voudrais tout de suite peut-être m'adresser à Jean-Louis Bernard. Il y a une circulaire, donc celle du 1er août 1983, qui est relative à l'hospitalisation des enfants. Quels sont leurs besoins spécifiques, psychologiques, mais aussi affectifs? Quels sont les besoins en termes de soins et comment y répondre pour vous, pédiatre des hôpitaux? Oui, il est vrai que l'hospitalisation des enfants dans des services spécialisés de pédiatrie, puis plus tard dans des hôpitaux d'enfants, a été d'abord justifiée par des arguments de technique médicale. Pour soigner un enfant, on a besoin d'instruments, de techniques, de compétences médicales qui sont particulières compte tenu de leur maladie, par exemple. Et donc, on a regroupé les enfants dans des services, dans des hôpitaux. Et puis, effectivement, il y a une vingtaine d'années, on s'est aperçu que la nécessité d'organiser les soins hospitaliers de l'enfant dans des services et des hôpitaux spécialisés allait bien au-delà de la dimension technique des soins, mais qu'on devait également s'occuper de l'environnement des soins et de la façon dont ces enfants allaient être pris en charge par le personnel soignant, par le personnel éducatif. Donc aujourd'hui, on se trouve effectivement avec des services de soins dans les différents hôpitaux de France qui accueillent des enfants, qui sont non seulement prêts à répondre aux besoins techniques pour soigner ces enfants, mais qui leur offrent aussi un environnement de soins qui est approprié. Alors cet environnement de soins, c'est par exemple les conditions d'hospitalisation, les conditions d'hébergement, c'est le fait que les familles puissent, quand cela est jugé nécessaire, rester au chevet de leur enfant dans toute la mesure du possible, c'est le fait que ces enfants disposent de salles de jeu, pour reconstituer en quelque sorte leur milieu de vie naturel d'un enfant. C'est le fait qu'un enfant dispose d'une continuité de la prise en charge scolaire avec la présence maintenant de l'éducation nationale dans plusieurs hôpitaux publics, dont la Timone. Donc tout cela fait que l'enfant qui affronte un moment difficile de sa vie, qui est celui d'une maladie, et surtout pour les maladies graves ou chroniques, va néanmoins, pendant les périodes où il doit être hospitalisé, continuer à être un enfant avec ce que cela veut dire de distraction, de rencontre, d'échange, de proximité avec son milieu familial, avec ses parents. Alors, il y a une charte des droits de l'enfant hospitalisé. Est-ce qu'elle est connue du public? Est-ce qu'elle est affichée, par exemple, dans votre établissement et dans votre service? Est-ce qu'elle est appliquée? Alors, il existe effectivement une charte de l'enfant hospitalisé qui a été mise en œuvre par les institutions internationales, par l'UNESCO notamment. Ceci étant, elle n'a pas encore en France de valeur légale, réglementaire. La seule charte qui a une valeur légale et réglementaire en France est la charte du patient hospitalisé, adulte-enfant, de façon indistincte. Ceci étant, dans les hôpitaux d'enfants, cette charte de l'enfant hospitalisé est connue du personnel et on fait tout ce qu'on peut pour qu'elle soit effectivement mise en œuvre. Je vois que vous avez le texte d'ailleurs devant vous, en fait. Oui, en fait, elle reprend des droits élémentaires d'attention aux enfants, de ne pas les séparer, enfin autant que faire se peut, des parents pendant qu'ils ont
on leur procure des soins, une attention particulière de l'équipe soignante. Voilà, mais d'un point de vue légal, c'est une ligne de conduite pour le personnel. Alors, ce qui est dommage, moi, je dirais, c'est d'avoir à créer, d'avoir à écrire sur du papier comment on doit s'adresser à une personne qui est en fragilité, qui est, je sais pas, ce sont parfois des choses qui sont élémentaires, qui sont couchées là sur le papier. Il faut croire que ces choses élémentaires ne sont pas forcément respectées et on a pensé à les inscrire et à les montrer à tout le monde. Voilà. Mais sur un plan légal, cette charte n'a aucune valeur. Puis je pense heureusement qu'elle n'en a pas. Il y a déjà des traités, on ne va pas encore en faire un de plus pour l'enfant malade, pour l'enfant et découper encore, sectoriser toutes sortes d'enfants et on oublie l'attention particulière qu'il doit avoir. Alors à quoi ça sert à ce moment-là? À quoi ça sert d'avoir Donc c'est simplement une ligne de conduite, non? Oui, Je sais pas tout ce à que... Jean-Louis Bernard. Dans les services de pédiatrie, et c'est l'attitude que l'on a vis-à-vis des étudiants en médecine qui fréquentent ces services, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel qui dirige notre conduite au quotidien. C'est que l'enfant malade, c'est un enfant qui est malade à un moment donné de sa vie. Mais ça veut dire qu'on s'adresse à lui comme un enfant, qu'on le regarde comme un enfant, et que finalement, on va simplement lui apporter le plus technique qu'offre le système de santé. Brigitte Chabrol, vous vouliez ajouter moi je un mot? voulais rebondir au propos de Madame Millet. Là, quand une question, la charte, elle est dans votre service aussi? Vous l'avez Elle n'est pas affichée. Elle n'est pas affichée? Elle n'est pas affichée. Ok, excusez-moi, je vous en prie. Voilà. Rebondissez donc. Quand on dit que en fait, c'est des éléments finalement de bon sens qui sont couchés sur le papier, je crois qu'il faut rappeler aussi l'évolution de la pédiatrie hospitalière. Et j'ai lu il n'y a pas très longtemps un texte de 1974 qui disait que les familles ne devaient pas rentrer à l'hôpital, et en particulier au moment des repas, parce que ça perturbait en fait la façon dont on allait alimenter les enfants, que ça gênait le soin, la présence des mères. Et puis ça, les pédopsychiatres connaissent bien. C'est comme ça qu'on a décrit les situations, ce qu'on appelle d'abandonite ou d'hospitalisme, qui avait été décrit par Spitz, pour des enfants très longuement hospitalisés, coupés de leur milieu naturel, et qui faisaient en fait une espèce de régression et de véritable dépression. Donc je crois que l'évolution et le fait que il y a eu cette circulaire de 83 est très importante parce que ça rentre aussi dans l'évolution en fait des idées, et on arrive maintenant à cette charte, mais c'était pas si évident il y a quelques années. Comment est-ce qu'on peut évaluer la douleur chez l'enfant et quelle réponse on y apporte? Peut-être Jean-Louis Bernard, vous voulez répondre à cette question? Oui, c'est un sujet éminemment complexe parce que la douleur est le sujet en médecine qui réunit et qui nécessite, pour être bien prise en charge, le plus d'éléments d'horizons différents. C'est-à-dire que dans la douleur, il y a une nécessité de connaissance de ce qu'on appelle la sémiologie, c'est-à-dire les signes. Les signes sont effectivement particuliers chez l'enfant, et d'autant plus qu'il est plus jeune, et notamment nouveau-né. Mais ça ne se résume pas à cela. La thérapeutique, le traitement, la façon de soigner un enfant qui souffre ou de prévenir une douleur chez un enfant est également très variable en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il est. Et puis surtout la douleur. La douleur a une très très forte composante culturelle, qui est une composante culturelle qui baigne les familles de cet enfant, mais qui naturellement nourrit également le comportement des soignants. Donc ce poids de la dimension culturelle dans ce qu'est la douleur, eh bien, il est quotidiennement présent quand un soignant prend en charge un enfant qui souffre. Alors pour tout vous dire, pendant très longtemps, jusqu'à une époque relativement récente, il y a une vingtaine d'années, il était banal de dire en médecine et de considérer comme un élément de la connaissance médicale que le petit enfant, plus il était petit, moins il était capable de souffrir, parce qu'il était immature. Parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de récepteur. C'est cela. Qu'il pouvait pas avoir mal. Puisqu'il était immature, on savait que son système nerveux n'était pas encore opérationnel et que donc ceci devait le protéger. C'est seulement dans les années 80 qu'on s'est aperçu que c'était exactement tout le contraire. Parce qu'il est immature, le tout petit enfant n'a pas les moyens de défense qu'à l'adulte face aux agressions quotidiennes permanentes, les petites douleurs que nous ne recevons même plus, nous, en tant qu'adulte, comme étant des douleurs. Lui, il les reçoit et son cerveau est inondé parce qu'il est immature. Donc cette conception qu'a une société à un moment donné de ce qu'est la douleur et de ce qu'est la compétence vis-à-vis de la douleur, la sensibilité vis-à-vis de la douleur d'un enfant est un élément essentiel dans la bonne prise en charge.
Et puis la douleur chez l'enfant, ce n'est pas du tout comme on peut le penser quelquefois, de façon un peu rapide. L'enfant ne parle pas, il ne s'exprime pas, donc finalement c'est un peu de la médecine vétérinaire. C'est absolument pas ça. L'enfant s'exprime, il s'exprime beaucoup, mais différemment, pas avec les mêmes instruments que l'adulte. Donc cette compétence à reconnaître la souffrance d'un enfant par les moyens d'expression qui lui sont propres, c'est un élément de la compétence du soignant en médecine. Sophie Campredon, vous vouliez dire quelque chose? Donc je rebondis sur M. Bernard parce qu'effectivement, il y a eu des expériences qui ont été faites avec des fœtus où effectivement on s'est rendu compte quand on faisait une amniosynthèse par exemple que le fœtus lorsqu'il perçoit l'aiguille qui s'approche de lui recule. Donc alors c'est une perception de quelque chose de l'ordre de la douleur quand même, hein. C'est-à-dire que très tôt finalement l'enfant perçoit quelque chose de la douleur. Je crois que c'est des études très intéressantes ça. En fait, la douleur, c'est une réponse à la carte. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Que oui, pour chaque enfant, il faut savoir la repérer et puis savoir y répondre de façon différente et de manière extrêmement personnalisée. C'est pour le soignant d'enfant une compétence qui est extrêmement difficile à acquérir et qui nécessite également un partage. L'enfant qui souffre, très souvent, curieusement, par rapport à ce que peut penser le public en général, a tendance à se retirer, c'est-à-dire à ne pas se manifester. C'est ce que nous appelons en médecine l'enfant trop sage. Un enfant trop sage est à très haut risque d'être en immense souffrance. Parlons maintenant un peu, si vous voulez, du droit de l'information médicale. C'est un droit qui est reconnu, le droit à l'information médicale. Mais ce droit chez l'enfant, c'est un peu curieux, puisque quelque part, les parents sont les seuls interlocuteurs légaux de l'équipe de soins. Donc comment est-ce qu'on communique ça à l'enfant? Comment est-ce qu'on a la certitude que l'enfant comprend ce qu'on lui fait? Comment on le soigne? Bon, c'est évident que ce droit à l'information qui a été à l'information médicale et qui est dans la loi du patient de mars 2002 concerne également l'enfance. Pour parler, en fait, pour diffuser l'information auprès d'un enfant, je crois qu'il faut rester très simple et rester dans un discours de communication. Donc c'est évident que les parents sont souvent les principaux interlocuteurs au départ, mais l'enfant est toujours là, il est présent, il entend, quel que soit son âge, en fait, il entend, même un tout petit, il va entendre, il va comprendre l'anxiété que suscite l'information qui a été donnée à ses parents, d'autant plus que le diagnostic est grave. Et puis quand c'est un enfant un peu plus grand, il faudra aussi adapter avec ses termes et savoir, et c'est là notre rôle de pédiatre, c'est vraiment s'adapter à ce qu'il peut comprendre en fonction de son âge et de son niveau de compréhension. Et on est toujours très surpris chez les enfants, et Jean-Louis Bernard ne le contredira pas, chez les enfants porteurs de pathologies chroniques, de la maturité et du niveau de compréhension des enfants qui, très très rapidement, savent s'ils ont une maladie grave, si c'est une maladie qui va entraîner une anxiété, pas tellement chez eux, mais surtout dans leur entourage, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs. Et tout ça, et c'est pour ça qu'il faut absolument savoir mettre des mots là-dessus et ne pas hésiter. Alors, on peut parler devant les parents. Certains demandent que les parents sortent de la salle. Tout dépend. Et ça, là aussi, tout à l'heure, vous avez utilisé le terme d'évaluation de la douleur à la carte. Je crois que l'information médicale, elle est aussi à la carte, en fonction de l'enfant, en fonction de son environnement, en fonction du degré de compréhension de son environnement également. Mais c'est évident que c'est un droit et qui est tout à fait reconnu. Ça. Donc, beaucoup de psychologie pour les pédiatres. Sophie Campredon, vous qui êtes pédopsychiatre, vous vouliez aussi nous communiquer votre point de vue là-dessus? Oui, ça me paraît essentiel et je trouve que ce n'est pas encore tout à fait assez fait, effectivement, qu'on puisse s'adresser directement à l'enfant pour lui expliquer ce qu'il va subir, ce qu'il a. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de services dans lesquels c'est fait, mais encore beaucoup dans lesquels ce n'est pas fait, hein, de pédiatrie en l'occurrence, ou même des médecins qui peuvent s'adresser aux parents sans regarder l'enfant. Et c'est vrai que quand même, nous, les retours qu'on peut en avoir par l'enfant lui-même, c'est de se sentir déconsidéré. Là encore, hein, je crois que là encore, la question de l'enfant sujet, on en parlait hier hein, dans une autre émission. C'est vrai que l'enfant sujet et l'enfant objet, c'est vraiment une des questions fondamentales où il faut vraiment prendre l'enfant comme un sujet. Et moi, j'ai des exemples hein, comme ça de médecins qui nous ont demandé est-ce qu'il faut dire à l'enfant qu'on va lui faire tel... Alors, il ne s'agit pas de lui demander son avis à comment on va le soigner, de comment on va le soigner, mais par contre de l'informer de ce qu'on va lui faire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le médecin d'enfant doit une information à l'enfant en tant que sujet. Il ne doit pas une information légalement qu'à ses parents.
La Convention internationale des droits de l'enfant le dit parfaitement bien. Le deuxième point, suite à ce que disait ma collègue Brigitte Chabrol, c'est que l'information doit bien entendu être adaptée au moment où cette information naît, c'est-à-dire au moment où on fait un diagnostic, par exemple. Mais les pédiatres connaissent bien, surtout ceux qui traitent les maladies chroniques comme moi, que cette information, elle doit également être reprise au fur et à mesure que cet enfant qui grandit va changer de compétences, va avoir accès à un vocabulaire plus élaboré. Et il nous appartient, en tant que médecins, de revenir auprès de l'enfant sur ce qu'a été son histoire, quelques années après, quelquefois 15 ans avant. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ? Tes parents, effectivement, ne pouvaient pas t'en parler parce que tu avais 6 mois, parce que tu avais 1 an. Tu as eu une maladie grave dont tu vois, tu as pu être guéri, mais ça a donné beaucoup de soucis. Il a fallu te faire ci, il a fallu te faire ça. Et maintenant, nous sommes ensemble entre un médecin et un enfant, un adolescent qui est capable de comprendre ce qu'a été son histoire. Pierre Lecause, juste un mot sur ce concept d'information, parce que c'est pas uniquement une question de droit, et on le sent bien quand on entend les professionnels, c'est essentiellement une question de psychologie. Et informer, littéralement, ça veut dire savoir mettre en forme. Oui. Le sculpteur informe un matériau pour en faire une sculpture, et je crois que l'information d'un enfant, c'est un art qui suppose du flair, de l'intuition, un recours à des métaphores, et aussi une écoute des matériaux qu'il offre, matériaux affectifs, son langage, et pouvoir rebondir sur des termes qu'il utilise lui-même et rentrer dans ses mots à lui. Donc plus que de le voir comme un droit appliqué, je crois qu'il faut le voir comme un art de sculpteur. Est-ce que l'enfant peut exiger, par exemple, que ses parents ne soient pas informés ? Ou vice-versa, d'ailleurs, les parents, que l'enfant ne soit pas informé? Alors, c'est vrai que la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades prévoit que pour un enfant qui est capable de discernement, alors ça s'adresse, pour cette capacité de discernement, fait couler beaucoup d'encre, ou pas assez peut-être, parce qu'on n'arrive pas à la déterminer. En tous les cas, disons que ça s'adresse surtout aux adolescents et à ceux qui arrivent à réaliser quelle est leur maladie. Et les conséquences de celle-ci peuvent effectivement demander aux médecins que certaines informations ne soient pas révélées aux parents. Mais je ne crois pas, et là je rejoins tout à fait Monsieur Lecause, qu'il faille appliquer d'une manière en disant le droit, ça doit se passer de cette manière-là. Et puis, bon, c'est une question de psychologie. Donc. C'est une question de psychologie, mais surtout, je dirais, de dignité. C'est-à-dire que forcément, et là ça rejoint la participation de la personne, hein, en tant que personne, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'informez, elle va de ce fait participer, elle va avoir une attitude de disponibilité qui va favoriser le soin. Et comme l'enfant et la personne qui est concernée, eh bien, ça paraît élémentaire effectivement de l'aviser de ce qui va se passer. Moi, je fais le parallèle entre les personnes âgées. Les personnes âgées et les enfants. Bien souvent, les personnes âgées en fin de vie qui n'ont plus tous leurs moyens, eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait eu beaucoup de progrès qui avaient été faits du personnel soignant qui va expliquer aux personnes, voilà, je vais vous faire une prise de sang, je vais vous soigner de telle manière, etc. Alors qu'on a l'impression que la personne âgée ne comprend rien, est complètement ailleurs. Mais elle entend quelque part au-delà. Et ça rejoint ce que disait Madame Chabrol. Mais pour les enfants, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, c'est vrai qu'ils ont ce droit de maintenir secret. Moi, je pense que tant que c'est possible, c'est important qu'il y ait une coopération entre les parents, les enfants et le personnel soignant, dans l'intérêt de l'enfant. L'information, c'est une chose, mais il y a aussi le consentement que l'on veut libre et éclairé. Comment est-ce que ça se passe? Oui, il y a le consentement aux soins en général et le consentement au processus de recherche dont on aura l'occasion de reparler. En ce qui concerne le consentement aux soins, le consentement est la suite naturelle d'une information. Bien sûr. Ceci étant, il est clair que chez l'enfant, in fine, au bout du compte, c'est bel et bien le parent responsable qui doit donner le consentement à une intervention chirurgicale, etc. Vous parlez d'un point de vue légal. D'un point de vue légal. Mais il n'en demeure pas moins que ce consentement de l'enfant doit être recherché aussi souvent que possible, en fonction de, comme dit la loi, de son entendement, c'est-à-dire sa capacité à comprendre et à s'exprimer.
Ce qu'il est très important de dire, je crois, c'est que ce droit au consentement et cette nécessité de recueillir le consentement de l'enfant n'est pas en tout ou rien sur la stratégie thérapeutique d'une maladie compliquée, par exemple. On peut laisser un espace de décision et de liberté de choix à l'enfant sur, par exemple, le fait qu'on va lui mettre, avant une prise de sang, on va lui mettre la pommade antalgique ou pas. Ça, tu veux? Est-ce que tu veux qu'on le fasse maintenant ou un peu plus tard? Dans quel ordre? On peut laisser des espaces de décision à l'enfant qui témoignent de sa liberté, du respect qu'on lui porte en tant que personne. Moi, je voulais rajouter, parce qu'on est dans une spécialité un petit peu particulière, donc je suis pédopsychiatre, et c'est vrai que on essaie bien sûr, dans la majeure partie, d'obtenir le consentement de l'enfant pour les soins qu'on peut lui apporter, mais parfois on est bien obligé de faire sans son consentement. Donc on a peut-être une pratique un petit peu différente, quoique on essaie quand même de se rapprocher, en tout cas à Marseille, de la pratique des pédiatres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. C'est vrai que je crois que... C'est-à-dire sans son consentement, c'est-à-dire que vous imposez en quelque sorte oui, un parfois, si vous voulez, si par vous avez... sauvegarde, voilà, en fait. parce qu'il est en danger, qu'il n'a pas tout à fait enfin, qu'il est dans un moment dépressif, par exemple, majeur, il n'a pas toutes ses capacités intellectuelles pour juger de la nécessité d'un soin ou pas, et que donc là, on va imposer le soin à l'enfant. Alors, généralement avec l'accord des parents. Si ce n'est pas possible avec l'accord des parents, on va évidemment utiliser d'autres systèmes, comme par exemple la justice. Mais c'est vrai que quand même, en psychiatrie, on peut être amené à hospitaliser ou à donner des soins sans consentement. Hein. Alors, c'est vrai que c'est rare chez les enfants, mais quand même, ça arrive aussi. C'est plus fréquent chez les adultes. Parlons, si vous voulez, également des problèmes de maltraitance, puisque, comment dirais-je, c'est malheureusement le cas de beaucoup d'enfants qui sont maltraités par des adultes de leur entourage, très souvent. Comment est-ce que le médecin, quelle attitude le médecin doit-il avoir par rapport à ça? Est-ce qu'il faut garder ça toujours au fond de la tête, en quelque sorte, Brigitte Chabrol, ou est-ce que c'est, j'allais dire, des constatations que l'on fait lors d'un diagnostic, finalement, mais qu'on n'est pas spécialement attentif à ces problèmes? Non, je crois que les problèmes de maltraitance, vous l'avez dit, sont effectivement extrêmement fréquents et pour un médecin, il rencontrera peut-être plus de situations de maltraitance que de cas de diagnostic extrêmement rares dont on s'occupe dans nos hôpitaux, en particulier dans les CHU. Ceci étant, il ne faut pas non plus transformer tout médecin et tout examen en acte d'inquisition à rechercher absolument, eu égard la fréquence des signes de maltraitance. Il faut le considérer comme des signes que vont présenter un enfant. Et il va falloir faire un diagnostic de ces signes. Donc ça peut être des cicatrices de brûlure, ça peut être des hématomes, ça peut être un comportement un petit peu particulier. Et à ce moment-là, on peut évoquer une situation de maltraitance comme on pourra évoquer un autre diagnostic si on a d'autres sites qui vont nous orienter. Donc il faut toujours garder en tête d'avoir une démarche extrêmement rigoureuse, les situations de maltraitance faisant partie des diagnostics que l'on peut faire dans le cadre d'urgence, dans le cadre de consultation de tout enfant. Et ça, je crois que c'est aussi important à préciser, c'est que tout enfant peut être victime de maltraitance et qu'il n'y a pas de situations familiales qui sont obligatoirement liées à la maltraitance. Toutes ces situations peuvent se voir dans toutes les familles. Il faut rester absolument très objectif face à ça et ne pas dire chez cet enfant, même si on a certaines cicatrices qui sont un petit peu curieuses, mais vu la famille, c'est pas possible, ça va passer. C'est pas comme ça qu'il faut travailler, bien évidemment. Donc, le message qu'on va faire passer à nos étudiants, c'est les signes de maltraitance. Vous devez les connaître, vous devez les reconnaître dans une situation et à ce moment-là, avoir votre démarche médicale, mais là on est dans une situation un peu particulière puisqu'on va avoir une démarche également médico-légale. J'imagine qu'ils ne le disent pas, parfois ils sont trop jeunes et ils ne peuvent pas parler non plus. Comment ça se passe? Donc le diagnostic c'est une chose, mais quand ils peuvent vous exprimer, comment recueillir ces témoignages? Je pense qu'il faut procéder surtout par étapes. Lorsqu'un enfant arrive aux urgences et qu'il a des signes qui évoquent une situation de maltraitance, la consigne est très stricte, c'est dans la mesure du possible hospitaliser l'enfant. Il faut prendre du temps, c'est pas quelque chose qu'on va régler en 5 minutes aux urgences dans un cabinet de consultation d'urgence. L'hôpital est un lieu neutre où on va pouvoir justement
Premièrement, bien évaluer les signes et voir si on a un certain nombre de critères qui nous font porter ce diagnostic de maltraitance. Et en même temps, ça va être pour l'enfant un lieu où il va pouvoir aussi prendre un peu de temps, parfois se reposer. Et à ce moment-là, il y a une parole qui peut être plus libre et qui pourra être entendue. Alors là, bien évidemment, c'est le travail avec les pédopsychiatres, avec les psychologues du service aussi qui sont très importantes. Mais il faut savoir qu'un enfant aussi peut parler spontanément à n'importe quel membre de l'équipe et il faut travailler en équipe pluridisciplinaire. Ça sera peut-être une parole libérée auprès de l'auxiliaire de puériculture, de l'éducatrice de jeunes enfants, pas forcément le pédiatre ou le pédopsychiatre. Et donc, bien évidemment, on travaille tous en équipe avant de prendre les décisions qui s'imposent face à ces situations. Sophie Campredon, cette parole des enfants qui ont subi des maltraitances, comment ça se passe pour vous en pédopsychiatrie particulièrement ? Peut-être qu'on est moins confronté, ceci dit, à la maltraitance. Enfin, en tout cas, on arrive toujours en seconde ligne en réalité, hein, assez rarement en première ligne. Je crois qu'il faut être... Vous voulez dire que les diagnostics sont posés dans d'autres services que les vôtres? Voilà, c'est souvent quand même une demande de la part des pédiatres. C'est vrai que je crois qu'il faut éviter à tout prix d'avoir un jugement vis-à-vis des parents. Ça, je crois que c'est important parce que l'enfant doit se sentir en confiance et ne doit pas avoir le sentiment qu'on va le trahir avec la parole qu'il peut nous donner. Il faut être le plus naturel possible. C'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord avec Mme Chabrol, je crois que vraiment toute personne d'un service peut recueillir ces paroles-là et c'est à travailler en équipe. Après c'est vraiment cas par cas, quoi. C'est toujours pareil, hein. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de recueillir la parole d'un enfant maltraité. Mais je crois qu'il faut éviter d'être misérabiliste et éviter surtout, moi ça je le redis, de pouvoir juger les parents parce que c'est très délétère pour l'enfant. Maître André Millet, ça concerne aussi l'avocat que vous êtes, finalement, la parole de l'enfant maltraité. Est-ce que vous aussi, vous êtes amené à recueillir cette parole ? Oui, moi je suis pas soumise à l'obligation de révélation. Hein, voilà. Donc c'est un espace où l'enfant effectivement s'exprime, mais quand il arrive, c'est-à-dire qu'il va déjà... les services judiciaires sont saisis et on est déjà dans le système de défense, donc il n'y a déjà plus de révélation. Moi, ce que j'ai observé concernant les enfants qui faisaient l'objet de maltraitance, c'est qu'ils choisissent effectivement, les enfants choisissent la personne de confiance, c'est-à-dire qu'instinctivement, ils vont aller vers la personne la plus adaptée pour eux, hein, dans l'écoute. Et ça peut être la cuisinière du service, hein. Voilà. Et c'est là qu'effectivement, il y a un travail de cohésion et de communication de toute l'équipe qui peut aider le recueil de cette parole de l'enfant. Il y a aussi des choses qui me paraissent importantes à connaître dans le mode de fonctionnement de l'enfant. C'est-à-dire que bien souvent, nous appliquons nos propres critères à la parole de l'enfant. Or, un enfant ne fonctionne pas, tout au moins avant l'âge de 13-14 ans, hein, ne fonctionne pas du tout comme nous, ni au niveau du temps, ni au niveau il n'a absolument pas cette approche. Il y a parfois un souci du détail qui ne va pas exister au niveau de l'enfant. Enfin, il y a des éléments qui sont à prendre en compte, qui sont spécifiques. Alors bon, moi je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais il y a des études qui ont été faites et bien souvent il y a des confusions. Il y a la manière aussi de communiquer avec l'enfant qui va faire que les questions vont être plus ou moins suggestives. On est dans la représentation, l'enfant n'aura pas envie de vous faire de peine, donc il va aller dans votre sens. Donc dans un premier temps, il y a une relation de confiance d'abord à instaurer, et puis il y a la manière de communiquer, avec lui, hein, sachant que derrière, il y a toujours une idée de loyauté par rapport aux parents, ou de protection des parents. Sophie Campredon. On a oublié de dire qu'effectivement, quand l'enfant est capable de pouvoir l'entendre, il lui est dit de manière systématique que dans la mesure où on est informé de la maltraitance, on va en informer les services juridiques. Hein, c'est-à-dire que justement, j'allais venir à ce point, puisque quand informer les services juridiques, est-ce qu'il y a une attitude spécifique à avoir? Est-ce que vous informez pas? Comment ça se passe? À partir du moment où on a connaissance d'une maltraitance, on est obligé de... Vous avez une obligation? Ah oui, on a une obligation légale de signaler, oui, ça c'est sûr. Et l'enfant doit en être informé, s'il est capable de l'entendre. Parce qu'il y a des enfants qui sont trop petits, effectivement, c'est pas la peine, mais à partir du moment où il est capable de l'entendre, il faut que l'enfant soit informé. Ce qui peut poser des problèmes d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des retraits. C'est ça aussi une sorte de trahison, quelque part. Non, parce que ça lui est dit.
Oui, à partir du moment où ça lui est dit, un adulte n'a pas le droit de maltraiter un enfant, ça fait partie de la loi, et je crois que c'est important de le redire, parce qu'effectivement, un enfant qui a baigné comme ça dans un milieu où la maltraitance est quelque chose de quotidien, finalement, il n'a plus tellement notion de cette loi-là. Mais c'est très important de l'informer du fait qu'on va signaler. Et malgré tout, ça peut parfois effectivement entraîner des écueils comme un retrait de plainte, mais dans la majeure partie des cas, quand même, l'enfant est soulagé aussi qu'on ait entendu sa parole et qu'on puisse le protéger, là, pour le coup. Brigitte Chabrol. Effectivement, donc, quand quand une maltraitance est évoquée, on est dans l'obligation donc de révélation. Et en fait, on a le choix entre deux types de signalements. Soit un signalement administratif qu'on fera auprès du Conseil général, enfin des structures du Conseil général. Et en général, ce sont ce qu'on appelle des enfants à risque, donc qui vivent des situations qui risquent de les mettre en danger, de les transformer en maltraitance. Ou on fait un signalement judiciaire en cas de maltraitance avérée. À l'hôpital, c'est surtout des signalements judiciaires. Alors, le gros problème, c'est effectivement ce qu'on va dire à l'enfant. Souvent, c'est un très petit enfant quand même, par exemple dans le cas des syndromes d'enfants secoués. Et puis, ce qu'on va dire aux familles. Et là, on est face à un dilemme. C'est vrai qu'on a pour habitude, dans le système hospitalier, de prévenir les familles. Donc, on leur dit nos présomptions, que cet enfant qui est devant nous présente très souvent, c'est un traumatisme, mais qui n'est pas un traumatisme accidentel. Donc, dans ce cadre-là, on a l'obligation de signaler et on les avertit. On travaille avec donc, les psychologues, les pédopsychiatres, les assistantes sociales et on les avertit de ce qui va se passer. Certains, dont en particulier ceux qui sont chargés des enquêtes au niveau du juge d'instruction, en particulier la brigade des mineurs, nous reprochent cette attitude en disant qu'il ne faut pas avertir les parents parce qu'ils risquent d'avoir, entre guillemets, moins de preuves pour leur enquête, puisque quand même ça va se terminer au niveau pénal. Bon, ça pose quand même un certain nombre de questions, parce que beaucoup d'enfants qui ont été signalés, on s'aperçoit qu'il y a des non-lieux, et pourtant il y a eu maltraitance. Donc on est dans des situations qui sont extrêmement difficiles et complexes, qui sont au cas par cas. En règle générale, on va expliquer aux parents qu'on a fait ce signalement et ce qui va déboucher de ce signalement. Et de façon qui peut paraître au premier abord assez surprenante, il y a peu de réactions très négatives de la part des familles. Par exemple, au niveau des urgences, lorsqu'on va hospitaliser un enfant avec suspicion de maltraitance, ces enfants, ce ne sont pas ces enfants qui vont sortir contre avis médical. C'est très rare qu'on soit obligé de demander d'emblée un ordre de garde pour protéger l'enfant. Donc aussi les familles, et ça je crois que c'est très important aussi, comme si c'était un appel au secours, il y a des dysfonctionnements à l'intérieur de la famille, et l'hôpital est là aussi pour les aider et arrêter peut-être ce cercle un peu infernal de la maltraitance. Donc ça, je crois que c'est des notions qu'il faut qu'on ait, qui sont très, très importantes et qui rentrent dans ce que certains appellent la bientraitance des familles. Ok. Bien, écoutez, je vous remercie tous d'être venus participer à ce débat sur la parole de l'enfant dans la décision médicale. Nous nous retrouvons demain avec un autre épisode de questions d'éthique concernant cette fois-ci l'adoption et le droit à connaître ses origines. Je vous remercie. À demain sur Questions d'éthique.